oui! Oh oui, le plat pour Anaïs Chevalier! Allez Emilia, allez c'est bien Emilia, 24 ans seulement, la première victoire de sa carrière. Cet homme est un génie! Cet homme est un génie, c'est Mozart sur des skis! Oui, le 5 sur 5 pour Justine Brezal, c'est la folie dans les tribunes. C'était un Martin pêcheur, et bien là c'est un Martin tireur! Un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos! Il a oublié de mettre des balles dans ses chargeurs apparemment, c'est bien dommage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Biathlon en live, votre podcast 100% biathlon. Alors, comme promis, après le bilan dames, place au bilan homme. On va revenir sur cette belle saison qui a vu les Norvégiens écraser les débats et notamment Johannes Bø qui a remporté pour la 5e fois de son histoire le Gros Globe de Cristal. Et évidemment, on parlera aussi de la saison des Français. Et pour en parler, je suis accompagné d'Aymeric, de Cassandre et d'Aurélie. Salut vous trois. Salut. Bon, vous êtes prêts à revenir sur cette saison ? Bah oui. Ouais. Avec grand plaisir. On a quand même pris du plaisir à voir cette saison quand même du côté des hommes. Oh Bah oui, toujours, quand même si ça va beaucoup dans un sens, on prend quand même du plaisir. Ouais, ça va beaucoup dans un sens. Comme je le disais, on va parler tout d'abord de Johannes Bø, le grand homme une nouvelle fois de cette saison. On parlera de ses comparses, de ses compatriotes qui ont aussi dominé la Coupe du Monde avec lui. On fera aussi une partie sur les Français. On se demandera si finalement, est-ce que cette fin de saison sauve un peu cet hiver. Je vous poserai la question. Ensuite, on fera nos tops, nos flops, nos surprises. Comme lors des dames, on fera aussi un bilan sur nos pronostics de début de saison. Yes. On verra qui avait vu juste. Je peux vous dire que c'est quand même un peu moins bon que les dames. Déjà que c'était pas non plus ouf. Là, c'est un peu la débandade entre le podium qu'on avait dit et les surprises. Et enfin, on se tournera aussi vers la prochaine saison avec une question. Bon, les amis, vous êtes prêts pour une dernière de cette saison ? Ouais. Allez, c'est parti, jingle. Bien, alors pour commencer, Aymeric, alors cette fois-ci, je vais pas te demander le top 5, mais le Pourquoi top 3, c'est bizarre, le top 3 du général et les classements des différents Français. Ouais, donc bon, on fait que le top 3, ok, on va faire. Donc en premier, Johannes Bø qui a gagné son 5e Gros Globe de Cristal, devant son grand frère Tarjei Bø et un autre Johannes, mais Johannes Dalus Kiefdal. Côté tricolore, cette année on a eu le meilleur français, c'est Émilien Jacquelin qui prend la 6e place du général. En 11e place, on a eu Éric Perrault, Quentin qui réalise pas une très très belle saison avec Fabien qui sont quasiment l'un devant l'autre en 16e et 18e position. Antonin un tout petit peu dans le dur aussi qui termine 36e. Oscar qui prend la 51e position. Et Émilien Claude la 61e. Puis on a eu aussi Valentin Lejeune, mais malheureusement qui n'est pas rentré dans les points cet hiver. Lors du sprint de RuPaulling, c'est la seule course individuelle sur la Coupe du Monde. Merci Aymeric. Alors, pour commencer, comme on avait fait chez les dames, honneur au vainqueur du Gros Globe de Cristal. Je parle donc bien évidemment de Johannes Bø qui a dû quand même batailler jusqu'à l'avant-dernière course face à son frère pour remporter son 5e Gros Globe de Cristal. Il est désormais aussi à 85 victoires individuelles, 2 de plus que Martin Fourcade. Donc le Norvégien écrit toujours un peu plus sa légende. Mais cette saison, il a semblé quand même il était un peu plus friable que l'an passé, un peu moins dominateur. Donc est-ce que pour vous, il était quand même un peu prenable ? Je dis un peu, mais est-ce qu'il y avait quelque chose à faire face à lui ? Cassandre ? Je sais pas si vous allez être d'accord, mais moi je trouve quand même que il nous a laissé espérer un petit peu. Ça veut pas dire que, sur Canmore, il a un peu remis les pendules à l'heure et bon. On a vite compris que quand il voulait, il pouvait, mais quand même sur l'ensemble de la saison, il a vraiment fait des performances parfois très mitigées, notamment même au début de saison où il avait fait quand même quelques courses pas terribles. Même là, juste avant d'arriver à Canmore, ou sur le sprint, il fait 17e, ou même à Massart d'Oslo, il fait 14e. Enfin voilà, il était pas non plus dans les standards
qu'il nous a habitués à avoir. Après, bon, ce qui était prônable, bon, il a laissé de l'espace là où les autres années, il l'a pas fait. Donc je dirais que oui, il était prônable. Après, on restait aussi l'an dernier sur une saison complètement Exceptionnel. folle. Hein. Ah ouais, Donc peut-être que ça nous trompe aussi dans notre jugement de cette saison. Ouais, tout à fait. La saison dernière, il avait gagné avec presque 500 points d'avance, si je ne m'abuse. Je pensais que tu allais me dire avec 500 courses. 500 courses d'avance. Ouais. Et cette année, c'est pas franchement la saison où il a le plus dominé, ni celle où il a le plus galéré. Je dirais c'est peut-être, en termes de difficulté, ce serait la 5e sur 3 en termes de difficulté qu'il a eu. Sur 5. Ouais, 3e sur 5, j'ai dit n'importe quoi. sur les difficultés qu'il aurait pu avoir à remporter le général. Mais quand même, pour moi, je pense que il restait pas prenable. Car quand bien même il a eu des moments où il a eu du mal à rentrer dans sa... Enfin, il a notamment eu du mal à rentrer dans sa saison. Il remporte sa première victoire seulement au bout de 5 courses. Hein. Enfin, au bout de 5 courses plutôt. Ouais. Donc c'est quand même assez tardif. Surtout quand on voit donc la saison dernière. Mais quand il a décidé d'activer le mode Johannes Beu, franchement, personne ne pouvait rivaliser avec lui. Quoi. On l'a très bien vu, notamment en Amérique du Nord, là, sur les 2 dernières étapes. Quand son frère est venu le titiller au général avec des très bons résultats et qui se rapprochait de plus en plus. Et là, il a dit, allez, ça y est, j'active le mode. Il s'est mis dans son truc. Et là, il était juste imprenable, quoi. T'avais beau faire ce que tu voulais. Une bonne claque sur le sprint de Soliorolo au 17e. Ouais. Et ça l'a remis dans le bon sens et dans le bon chemin. Derrière, prend la poursuite et de la gagne. Hein. Il s'est dit, bon, allez, je me concentre maintenant. Et on laisse les miettes à tout le monde. Exactement. Ouais, il est là quand il faut, quand ça compte. Ouais. D'ailleurs, Émeric, est-ce que tu peux nous donner les stats de Johannes cet hiver ? Oui, pas de souci. Donc, cet hiver, donc Coupe du Monde mondiaux compris, c'est 25 courses pour Johannes, avec 11 victoires. Ce qui reste moins que l'hiver précédent, mais c'est quand même un montant quand même... Un total pas mal, ouais. Ouais, un total pas mal, ouais. C'est au total 15 podiums, 20 top 10. Il est septuple médaillé mondial, avec 3 en or, 3 titres donc, 3 en argent et 1 en bronze. C'est 87,1% de réussite au tir. Et une place moyenne en temps de ski, 2,5e. C'est costaud. Hein. Bon, merci Émeric. Bon, c'est des stats impressionnantes et j'en ai d'ailleurs d'autres. Hein. Johannes Beu, c'est aussi maintenant 20 titres mondiaux, avec relais compris, comme Ole Närmjondalen, 38 médailles mondiales, 5 gros globes, désormais à 2 longueurs de Martin Fourcade, à 1 donc de Ole Närmjondalen, une longueur, 85 victoires. C'est quoi la statistique qui vous impressionne le plus ? Même une autre que je n'ai pas dite. Moi, les 85 victoires. Ouais, pareil. Tu prends pas la même ? Non, non, je veux dire les gros globes, parce que je trouve que mine de rien, le temps passe vite, quoi. Genre, il y en a déjà 5 et finalement, il est plus si loin que de Martin, alors qu'on pensait qu'il allait y avoir du temps et je trouve que c'est passé super vite quand même. Et 5, c'est beaucoup quand même. Ah ouais. Ouais, c'est beaucoup. Surtout qu'on sait que Johannes devrait rester sur la Coupe du Monde encore 2 saisons au jeu. Donc il a la possibilité d'égaler Martin Fourcade et encore peut-être s'il se prend au jeu de vouloir peut-être le battre s'il atteint bien ce chiffre. Imagine il gagne le général l'année prochaine, l'année d'après il se retrouve à 7 et il gagne encore pas mal de victoires, il se rapproche d'Olé. Il se dit allez, je fais encore une petite saison en plus, je vais chercher le record toute saison historique en termes de victoires, en termes de gros globes. Ça peut être un challenge intéressant. Il n'est plus qu'à 10 succès d'Ole Närmjondalen, qui en a 95. Ouais. Il va le prendre avant 2 ans, à mon avis. La question n'est même pas est-ce qu'il va le battre, c'est est-ce qu'il va atteindre les 100 victoires l'an prochain ou dans 2 ans. Quoi. C'est fou quoi, de se dire ça, 100 victoires. Quoi. C'est énorme, il y a des biathlètes qui n'en ont jamais une, qui ont quelques podiums. Il y a des grands biathlètes qui en ont quelques-unes. Là, il est à 85. C'est dingue. On se rend pas compte. Et relais compris, il est plus qu'à 9 de Olé, qui est à 136. Johannes est à 127. Ouch. Donc, ça arrive vite.
Il affole les compteurs, notre ami Johannes Beu, et ça semble pas terminé. Après avoir lors de l'année olympique, parce qu'on sait qu'il n'avait pas réussi à jouer sur les deux tableaux sur la précédente année olympique à Pékin. Ouais, c'était un peu choisi quand même. Je pense qu'il avait. Je pense qu'il vraiment... misera sur les Jeux olympiques, je pense, de toute façon. Mais bon. On verra si. Mais il est capable de faire les deux. Ouais. En tout cas, on verra si quelqu'un peut se roter à lui dès l'année prochaine ou c'est dans 2 ans. Mais c'est sûr que bon, ce sera encore une fois le très grand favori à sa propre succession et on a hâte quand même de voir quelqu'un qui puisse le challenger. Comme a pu le faire son frère. Mais bon, on a senti, on en a parlé durant toute la saison, qu'on voyait quand même mal comment le Globe ne pourrait pas échapper à Johannes, et ça a bien été le cas avec une fin de saison tout à fait exceptionnelle. Émeric, est-ce qu'on ferait pas un point sur les lauréats des Globes? Bah ouais, bon, ça va aller vite, parce que bon, sur les 4 petits globes, il y en a 4 pour des bœufs et 3 pour Johannes, donc ça va aller vite. Celui du sprint est allé à Tarier, et en fait, tout simplement, la poursuite individuelle Massart, les 3 autres sont allés pour Johannes. Celui du relais pour la Norvège, celui des nations pour la Norvège, celui des plus de 33 ans pour Tarier. On n'a pas parlé de Mona Brorson sur les filles, on l'a oublié. Mais c'est elle qui a remporté le classement général il y a plus de 33 ans. Et celui des moins de 25 ans, c'est pas un Norvégien celui-ci, puisque c'est Tommaso Giacomel qui l'a remporté d'une courte tête devant Eric. Petite curiosité. D'ailleurs, Johannes qui n'a pas remporté le globe du sprint, c'est peut-être ce qu'on peut aussi regretter par rapport à Johannes, si on doit être un peu tatillon, c'est que le fait de faire des grands chelems, c'est pas son truc. Il n'arrive pas à quand même jouer sur tous les tableaux alors qu'il a des victoires à l'appel durant toute la saison. C'est comme surtout que Martin, par contre. C'est le biathlète le plus victorieux sur ce format de course, donc. Ouais. Mais même, tu vois, dans sa carrière, il n'a que un grand chelem dans sa carrière de biathlète lors de l'année 2018-2019. Sinon, il n'a jamais réussi à remporter les 4 petits globes en plus du gros globe. C'est pas un biathlète complet. Vous êtes fous. C'est pour trouver des petits, voilà. Oui, parce que. Faut bien lui trouver des défauts quand même à celui-ci. Mais c'est vrai que le sprint, c'est curieux qu'il lui échappe cette année. Il n'a remporté que le dernier sprint cet hiver. Alors qu'il avait remporté tous les sprints l'an dernier. Exactement. Tu m'aurais dit ça en début de saison ou en preview, j'aurais cru que celui qui était quasi dans la poche, à la rigueur, c'était celui du sprint, tu vois. Donc c'est vrai que c'est curieux cette année que ce soit la course qui, je vais pas dire qu'il n'a pas marché, parce que mais peut-être où il a eu une moins de réussite cette saison. Donc c'est intéressant à voir l'année prochaine. D'ailleurs, entre tous ces globes de cet hiver, lequel vous a le plus marqué? Attention, interdit de dire un choix norvégien. Non, Désolé Johannes, mais ça sera à Tarier quand même. C'est trop la belle histoire de le revoir revenir à ce point-là, alors qu'il avait déjà gagné ce petit globe en 2011. Il le regagne. Franchement, il nous a fait rêver toute la saison. Et en plus, il gagne le général des plus de 33 ans, donc une saison parfaite presque. Pareil. Il fait la chic à son frère. Et pareil, Tarier. C'est fou, à 35 ans, on dirait qu'il n'a jamais été aussi fort finalement à cet âge-là, même quand il avait remporté le gros globe. Il fait une saison de malade. Alors certes, il n'y a qu'une victoire, si je puis dire, mais il est monté quand même à 10 fois sur le podium, avec 3 médailles d'argent aux mondiaux, vainqueur donc, du globe du sprint. Dans la course au globe jusqu'à la dernière étape face à son frère, mais bon, il a dû s'incliner malheureusement. Il y a des regrets ou pas dans cette course au globe pour lui? Moi je dirais que forcément il y a un peu de regret, oui, parce que quand on voit la régularité dont il a fait preuve cet hiver, il est sorti que 2 fois du top 10 quand même. Oui, il peut avoir des regrets, mais en vrai, comme je disais, tu vois, juste avant, quand tu vois Johannes, quand il a décidé de mettre le mode, je sais pas, tu peux rien y faire, donc oui, t'as des regrets parce que tu dis, si j'avais peut-être pas été hors de ce top 10 les 2 fois, si j'avais été encore un petit peu plus régulier, j'aurais pu le faire, il aurait pu le faire.
Mais bon, je pense que dans tous les cas, quand tu vois le monstre que tu as comme frère, il est bon, ok, hein. Tant pis, hein. Il peut juste regretter de ne pas être resté enfant unique, quoi. Voilà. Ouais. Enfin, oui. Par contre, il peut se réjouir qu'il n'y ait que Johannes qui fasse du biathlon parce qu'ils Voilà, sont oui. 5. Hein. Ouais, il a d'autres frères. Ça aurait pu être un carnage, quoi. La fatigue totale de. Oui, mais non, moi je pense pas de regret non plus parce que même lui, je pense qu'il s'attendait pas à cette saison-là. Elle reste quand même exceptionnelle par rapport à probablement même aux attentes qu'il avait de cette saison et c'est c'est formidable. C'est un petit peu dommage. C'est vrai que j'aurais aimé le voir gagner le général à Canmore, mais bon, en même temps, une saison de fou, quoi. Et puis il est venu inquiéter son frère. Je pense que ça a dû bien chambrer, ça a dû bien. Il a quand même dû le faire un peu stresser, hein, Tarier Johannes vers la fin. Hein. Il a quand avait même peur, dû se dire, il avait peur de son frère. Hein. Ouais, ça a quand même dû un peu. Et je pense qu'il a un peu les genoux qui tremblaient quand même, Johannes, face à Tarier. Donc c'est bien, ça l'a un peu remis à sa place de petit frère là. Donc c'est chouette. Bon, après sur la dernière course, il a pas trop tremblé quand même. Non. C'est les limites, hein. C'est les limites à faire trembler Johannes à la fin. Quand on l'attaque, hein. Ouais, voilà. Le roi est là quand même. Qu'est-ce que tu veux? Après, maintenant, pour Tarier, la question se pose. Il a toujours pas répondu. C'est est-ce qu'il continue? Non, la question se pose pas. Non. Personne se pose la question. Non, il a pas le choix. Là, je serais très déçue en tout cas. Très très déçu s'il arrêtait. Après, on en avait parlé la dernière fois aussi, effectivement, ce serait une superbe année pour arrêter au top. J'admets. Mais non, j'ai pas envie. C'est vrai qu'à 2 ans des Jeux, bon, c'est dommage quand même d'arrêter. Ah ouais. On aura peut-être la réponse d'ici 2 semaines quand il y aura la dernière étape, enfin les championnats de Norvège qui sont la dernière étape de la Coupe de Norvège. Vous devrez donner quelques infos, ouais, en effet. Ouais. Attention, aux alentours du 5-6 avril, peut-être la sentence. Hein. Ce serait irrévocable. À voir. Mais c'est vrai que super saison de Tarier, de son frère. Hein. Mais bon, comme l'ensemble des Norvégiens finalement, hein, qui ont écrasé la concurrence. Ouais. 5 aux 5 premières places du général. Henrik Stroheim, qui, bon, sur la fin, n'a pas tenu sa 6e place, mais bon, 7e quand même. Très peu de victoires laissées aux autres nations. Au moins un Norvégien sur tous les podiums cet hiver. 7 triplés au total. Non, jette plus, c'est bon. C'est bon, ça vous va? C'est vrai que ça fait un peu lassant, comme je le dis, mais est-ce que justement, comment vous l'avez vécu cette surdomination? Bah, c'était trop bien. C'était trop bien d'avoir parce qu'il y avait pas que Johannes, quoi. Les autres années, il y avait que Johannes et c'est un peu agaçant à la longue de toujours savoir qui gagnait et de finalement regarder la bataille pour la 2e et la 3e place. Bah là, voilà, il y avait c'était que des Norvégiens, mais ils se battaient et même après quand il y avait même celui qui était pas dans les quotas et qui montait, il se battait aussi pour les podiums. Enfin, on peut penser à Botten sur la fin, même Sørum et tout. C'était vraiment un truc de ouf de voir cette émulation dans l'équipe. C'est vraiment les Avengers. Et vraiment, je me suis pas ennuyée en regardant leurs courses, quoi. Ouais, pareil. Alors, trop bien. Je sais pas si c'est trop bien qu'il y avait une surdomination norvégienne, mais c'était comme dit Cassandre, c'était tellement finalement varié. Alors, ça restait norvégien, hein, des triplés, mais on savait pas, quand la course commençait, on savait pas qui allait gagner, en fait, parmi les Norvégiens. On savait qu'il y aurait probablement 1, 2, 3 Norvégiens, voire 4, 5, 6 au fleur. Mais finalement, on savait pas qui dans l'équipe allait remporter la bataille et c'était quand même sympa. Et on les apprécie aussi, les Norvégiens. Donc, en plus, ils sont drôles. J'ai une petite stat comme ça, parce que oui, bien sûr, j'ai le même avis que les filles. Hein. Je vais pas répéter encore les mêmes choses. Et sur l'ensemble des courses disputées par l'ensemble des Norvégiens cet hiver, d'après vous, combien de fois ils sont sortis des points? Les 6... les 8 Norvégiens qui ont disputé des courses cet hiver. Au total? Ouais, au total. Combien de fois ils sont sortis des points? 0 fois? Ouais, 3. Bah, t'es plein dans le mille. 3. Une fois pour ce tour-là, là, sur la fin de saison. Ah bah oui. Ah oui, c'est vrai. Et 2 fois Sørum aussi sur la fin de saison, quand il était cuit et complet. C'est vrai que sur la fin de saison, on les a sentis quand même un peu
Certains, émoussés, ouais. Moi, je pense qu'ils étaient émoussés par cette pression aussi, de garder leur place dans l'équipe. Je pense que l'éviction de Vettel, ça a quand même fait un choc pour l'équipe, à mon avis, de voir qu'en fait, il y avait aucune place qui était garantie, à part éventuellement celle de Johannes. Et je pense que ça leur a quand même mis un sacré coup de pression et ça a dû les émousser vers la fin. Ils ont dû quand même sentir tout le poids de la saison, je pense. Ouais. Et ils ont de la chance parce que bon, c'est un Norvégien qui a remporté le General IBU Cup. Donc ils ont encore 7 places en début d'hiver. Il y aura moins de. Voilà, il y avait peu de chances que ça leur échappe. Hein. Ouais, oui, vu qu'ils font aussi un tuplé encore en IBU Cup, je crois. Enfin, c'est la même. C'est un peu la même sauce. IBU Cup qu'en Coupe du Monde. Mais c'est vrai qu'il y a encore pas mal de nœuds au cerveau. Sextuplé. Sextuplé. Enfin, bref, ils étaient 6 aux 7 premières places. Et 7 dans le top 10, 8 dans le top 12, 9 dans le top 15 et 10 dans le top 20. D'ailleurs, entre tous ces Norvégiens, mis à part les frères Beu, lequel vous a le plus marqué ? Bah moi, je vais tricher parce que je vais dire un peu tous, mais pour des raisons différentes. Parce que Johannes Dalle, même sur la fin de saison, il a faibli au niveau du ski. Il avait quand même challengé Johannes Beu. Vettel, Christiansen, on a parlé quand il est redescendu et quand il est redescendu sur les BU et donc il est remonté après et il nous a fait ses victoires et tout. On voyait qu'il y avait la hargne. Donc à ce moment-là, c'est vraiment le Norvégien qui m'a marqué. Après sur la light grid, il m'a marqué sur le sprint des mondiaux où il arrache cette victoire avec toutes ses tripes et même Stromsheim sur sa victoire pour légitimer sa place parce que voilà, il est obligé de gagner finalement pour avoir un quota en Coupe du Monde. C'est assez dingue quand même cette histoire. Mais donc ils m'ont tous un peu marqué pour des raisons différentes, mais ils ont aussi tous eu un peu des moments plus faibles dans la saison, donc ce qui fait qu'ils sont pas à la hauteur des frères Beu, mais ils ont été tous incroyables, mauvais, quoi. Ouais. Et Mike, moi, si je devais en retenir qu'un, pour pas choisir Vettel comme chaque saison, je vais prendre celui qui a fait redescendre Vettel, qui a fait partir Vettel à un petit moment de la Coupe du Monde, Button, Johan Olof Button. Il a ultra dominé sur l'IBU Cup quand il y était. Il est venu en Coupe du Monde. Bon, il n'est pas venu au meilleur des moments au Burhoff sur des pistes dégueulasses. Hein. Il a en plus décidé de faire un tour en plus. Il a décidé de faire des tours en plus. Tellement vite que moi, il s'est dit. On va laisser une chance aux autres. Voilà. Il fait les tours en plus, il finit quand même meilleur temps de ski. Oui. Normal. Et il s'est quand même. Et puis finalement, il est quand même revenu sur cette fin de saison là pour la tournée nord-américaine. Et il claque un podium en partant dernier de la course. Ouais, pratiquement dernier. Ouais. Il a fait une belle frayeur. Hein. Ouais, avant-dernier. Non, il a fait une très belle. Il a quand même réussi à répondre présent malgré la friabilité, je sais pas si on peut dire comme ça, de son tir qu'on a vu tout au fil de l'hiver sur l'IBU Cup. Quand il a réussi à mettre les balles dedans, en plus d'afficher des temps de ski plus que corrects, ça a réussi à faire des très bons résultats. Et je pense que s'il avait eu sa chance un peu plus souvent sur l'hiver là, de la Coupe du Monde, il aurait pu aller claquer une très très belle place au général. Hein. C'est un client à surveiller pour l'avenir, Button, même si il n'est pas finalement tout jeune. Ouais, 24 ans. Ouais. Alors 25 là au mois de juin, bientôt. Et toi, Aurélie ? Moi, je vais parler plutôt de Johannes Dalle, parce qu'en fait, il a quand même fait une pas très belle fin de saison depuis les mondiaux, il me semble, même s'il finit assez bien à Cannes-Mort, mais il garde quand même une belle 3e place avec une belle petite marge. Et puis Dalle, moi, je le voyais pas revenir, je le voyais pas aller aussi vite. J'avais pas prévu qu'il aille aussi vite cette saison. Je trouve qu'il a quand même fait une belle progression. Faut se rappeler qu'il était en IBU il y a 2 ans, il était redescendu. Il était revenu l'année dernière, il avait fait un beau top 10, je sais plus s'il était 7e, 8e. Ouais, 7e. Et là, une belle 3e place, c'est quand même une belle progression. Ça promet. Peut-être qu'il pourra challenger encore plus Johannes ou éventuellement Tarrier ou les autres ou l'année prochaine. À voir. Il était solide, voilà. Solide, sauf l'après-mondiaux où c'était un peu plus... il paraissait plus fatigué.
Ouais, il était entre la 10e et 20e place, Jonas Dalleux, mais il s'est ressaisi sur la dernière course pour jouer le globe, mais ça va suffi face à Johannes Bö finalement. Il n'a pas pu tenir son dossard rouge. Pas de chance. Pas de chance, mais c'est vrai que ça reste une très belle saison de sa part. Donc plein de Norvégiens, mais il y a eu un irréductible Gaulois qui s'est quand même glissé entre tous ces Vikings. Je parle d'Emilia Jacquelin, qui termine donc 6e mondial. Bon, alors, sa première partie de saison n'a quand même pas été très bonne, comme l'ensemble des Français d'ailleurs. Mais le Français a quand même réussi à rehausser son niveau sur le mois de mars, ne quittant pas la cérémonie des fleurs sur les 6 dernières courses de l'hiver, avec 3 podiums. Bon, toutefois, on va quand même retenir aussi ses nombreuses craquantes sur les tirs debout et notamment sur les relais. Il y a comme une belle médaille de bronze lors des mondiaux sur le relais homme. Finalement, vous retenez quoi de cette saison d'Emilien ? Eh ben, je vais retenir que je pense avoir quand même fait des conclusions un peu trop hâtives en début de saison. Parce que au bout de peut-être au bout du deuxième week-end, je sais plus, j'ai commencé à émettre quelques doutes de manière hâtive, un peu trop hâtive. Et avec un peu de recul, je trouve que c'est normal que tout ne puisse pas se mettre en place en un claquement de doigts. Et t'as des nouveaux coachs et tout, bon, ça se fait pas comme ça en 1 à 2 courses. Et derrière, comme quoi, il a quand même réussi à faire de bons résultats. Mais je reste quand même un peu persuadé qu'avec un poil plus d'intelligence dans sa gestion du tir, dans sa gestion du ski, et peut-être même de la gestion de ses émotions, il aurait pu encore faire mieux que ce qu'il a fait, même si, comme tu le dis, il reste sur 5 cérémonies des fleurs et même, je crois, 6 top 10 de suite là, sur la fin de saison. Donc, ouais. Après, je me dis que d'un autre côté, tu vois, s'il abordait différemment ses courses, peut-être que ça changerait totalement la physionomie des résultats et peut-être qu'il n'arriverait pas à suivre mentalement derrière s'il s'imposait quelque chose qui n'est pas naturel. Il a voulu s'imposer quelque chose ces dernières années, ce qui n'a pas fonctionné et finalement ça a été un peu la descente aux enfers un peu à cause de ça, de ce qu'on a compris. Ouais. Donc là, s'il arrive en fait, je pense à faire peut-être pas 50-50 entre ces deux façons-là, entre la gestion un peu plus de ses émotions et de tout ça, et le fait de laisser le naturel parler, il y a moyen que l'année prochaine, il fasse des très très gros coups et qu'il aille chercher gros, et qu'on arrive à plus avoir des trop gros trous comme on a pu avoir quand même à quelques moments sur l'hiver, quoi. Et c'est vrai qu'Aurélie, c'est quand même une fin de saison qui est très, très prometteuse, quoi. Voire même, moi, je dirais même inespérée. C'est vrai que quand tu regardes tout le début de la saison d'Emilien, c'était inespéré, un retour gagnant comme ça, aussi bien à ski. Alors après, en tir, il y avait toujours un petit peu ce côté quand même aléatoire, un petit peu roulette russe, comme j'appelle ça, mais qu'il aille aussi vite et qu'il soit aussi stable, finalement, sur la fin de saison. Moi, j'y croyais plus du tout. Je l'attendais plus, en tout cas. Faire un coup d'éclat par-ci par-là, pourquoi pas, mais là, il a quand même enchaîné les beaux résultats. C'est super prometteur pour la saison prochaine, je trouve. C'est vrai que Cassandre, c'est surtout au niveau du ski où on a senti un Emilien vraiment retrouvé aussi. Bah oui, on n'en revenait pas de ces temps de ski où il était genre 2e derrière Johannes Bö et tout. Enfin, vraiment, on s'est dit, mais il nous sort ça d'où, le décalage horaire et le basket, je crois, ça lui fait du bien. Il faut qu'il y retourne. Je pense qu'il devrait faire sa préparation en mode basketteur. Ça peut être... ouais. Mais je trouve aussi au niveau de son attitude, je le trouvais en après-course de bonne humeur. Il avait pas je le trouvais mieux, quoi. Il avait l'air d'aller mieux, voilà. La confiance, finalement. Ouais. C'est ça, quand tout semble aller dans le bon sens, la confiance. Le positif amène du positif. Tout à fait. Et c'est vrai que le début de saison était très compliqué. Et là, ce retour qu'on n'avait peut-être pas forcément vu, mais qui fait vraiment plaisir et qui promet de belles choses pour la saison prochaine. Et qui lui permet aussi d'aborder la préparation estivale très positivement. Ah oui, c'est clair. Mais c'est vrai que pour vous, on se projette plus facilement avec Emilien sur l'hiver à venir ou pas ? Vous espérez de plus belles choses encore ? Du coup, il m'a donné de l'espoir, quoi. J'avoue que
j'avais pas, enfin, après la fin de la saison dernière, on n'avait pas du tout le même ressenti forcément. Et donc là, on s'est dit, bon, bah, avec un temps de ski qui marche, bah voilà, il n'y a plus qu'à mettre les balles. Bon, c'est facile à dire, mais c'est cool, quoi, qu'avec un état d'esprit aussi qui a l'air de suivre. Et comme tu l'as dit, bah, s'il commence sa préparation avec un bon état d'esprit au vu de ce qu'il a fait sur la fin de saison, bah, c'est tout bénef vu comment on voit comment le mental peut l'affecter sur sa carrière. Donc voilà, après, faut pas non plus, enfin moi je le vois pas non plus jouer le général d'un coup d'un seul, voilà, mais je pense qu'on peut avoir de l'espoir pour qu'il nous fasse des belles perfs et peut-être qu'il n'attende pas la fin de la saison pour le faire. Et puis, faut moi j'aimerais bien quand même qu'il arrive à trouver des pistes d'amélioration avec Simon pour réussir sur l'ensemble de la saison à tenir ses courses du début à la fin, plus que ce qu'il a fait Surtout les courses en début de saison. à 4 tirs, quoi, les grandes courses. Les courses longues, les derniers tours. On se souvient, à Lanzarote, la Mastart, où il part tout seul comme une une flèche. balle. Ah ouais. Mais tu regardes, on peut voir, pour les gens qui nous écoutent, quand vous allez sur le data center ou même sur d'autres sites de statistiques, vous pouvez voir le classement de chaque biathlète tour par tour et tu vois que très souvent, il s'écroulait complètement au fur et à mesure de la course en fait. Mais en fin de saison, par contre, et en fin de saison, il a réussi à tenir. C'était même nous, on n'y croyait pas. On disait, bon, on va voir au 3e tour, puis au 4e tour, et puis si ça tient. Cette fois, ça tient. Ouais. Peut-être que c'est lié au fait que sur la fin de saison, les gens, de manière générale, étaient un peu plus fatigués et lui a peut-être mieux réussi à gérer la fatigue sur l'ensemble de la saison et du coup, ça se voyait moins. Ça peut peut-être expliquer ça aussi. Ouais. Je sais pas, peut-être. Ouais. Un équilibre, mais après, on sentait quand même que ces temps étaient quand même assez stables en haut des feuilles de temps. Donc, on sentait quand même que. Ah, bah, c'était le jour et la nuit et que, comme tu dis, à Lenzerheide, là où même c'était au Beurhoff ou Ruhpolding, je sais plus. Ruhpolding, où il perd podium. Tu le vois sortir, il est encore sur le podium, il joue la victoire et sur la ligne d'arrivée, il rate le podium, quoi. Ils ont mal programmé le pic de forme, quoi, qui est arrivé un petit peu tard. Ouais. Non, mais c'est avec deux intersaisons avec le même coach, ce genre de soucis devrait peut-être commencer à s'effacer. En tout cas, j'espère. En tout cas, on a hâte de voir si Emilien poursuit sur cette dynamique la saison prochaine. Bien, alors, le top 10, pour faire le point sur le général, il a été complété par l'Italien Tommaso Giacomel, donc 8e, et par deux Suédois, Sebastian Samuelsson et Martin Ponsiluoma, 9e et 10e. Le jeune Italien de bientôt 24 ans continue de progresser dans la hiérarchie mondiale. Il prouve une fois de plus tout son potentiel. Du côté des Suédois, le bilan est plutôt maigre. Un seul succès pour Samuelsson, qui espérait d'ailleurs concurrencer Johannes Bö cet hiver. Comme chaque année. Ouais, comme chaque année. T'inquiète pas. Aurélie, je vais te laisser la parole sur ces Bö. Je sais que. C'était une petite parenthèse, comme chaque année. Et c'est vrai que Ponsiluoma, toujours très rapide à ski, mais toujours très irrégulier aussi derrière la carabine. Pour les Suédois, il y a quand même le titre mondial du relais masculin qui est quand même là. Inespéré, certes, mais qui est là et qui sauve en quelque sorte le bilan. Entre l'Italien et les Suédois, vous voulez mettre qui en avant ? Moi, je vais plutôt mettre en avant le positif. Et donc, du coup, Giacomel qui fait quand même une superbe saison. Et puis, je ne voudrais pas qu'on m'accuse d'anti-suédois, d'être suédophobe. Donc, Tommaso, très très prometteur lui aussi, surveillé, et je pense qu'il va être dangereux. Toi aussi, Émeric ? Oui, Tommaso, parce que il remporte ce dossard bleu que l'année dernière il n'avait pas réussi à remporter au profit de quelqu'un d'autre dont on parlera peut-être un petit peu après. Mais mis à part ce trou d'air qu'il a connu pendant la période des mondiaux et le retour des mondiaux, où il a même eu un peu plus de mal, enfin même il a eu clairement plus de mal au tir, il nous fait quand même une saison de haut niveau. Même sur les skis, il allait chercher un très bon... Sur la fin de saison, là... Ah ouais. Là, Canmore, j'ai les temps sous les yeux. 4e temps de ski sur le sprint, 8e sur la poursuite, 3e sur la Mastart. Ah, c'est du lourd. Hein. C'est son meilleur temps de ski de l'hiver sur la Mastart. Non, il a fait une superbe saison. C'était un très beau duel
malheureusement pas en notre faveur. Avec Eric Perrault pour le dossard bleu. Superbe saison de l'Italien. Il lui manque peut-être la victoire finalement. Ouais, il lui manque peut-être la victoire. Il fait 2 fois deuxième dans l'hiver. C'est 2 seuls podiums de la saison, mais c'est déjà très très bien. Puis à côté de Vitozzi, du coup, c'est un peu les deux. C'est clairement même les deux chefs de file. Visages, chefs de file de cette équipe italienne. On a Didier Biona qui pointe le bout de son nez un petit peu de temps en temps. Non, c'est super de voir Tommaso. Ouais. Lucas Hofer qu'on a quand même vu sur la fin de saison aussi. Il a fait quelques percées, ouais. Toujours là, l'expérimenté. On est là. Hein. Ouais. Toujours dans la place. Mais sinon, pour parler encore un peu de Samuelsson, ça s'en va, ça revient. On dit toujours finalement, c'est ça. Ça parle beaucoup, mais au final, ça n'assume pas, non? Ouais. Non, mais à chaque fois, c'est toujours pareil, quoi. Il y a des espoirs en début de saison et finalement, ça se concrétise pas. Après, voilà, il a pas fait il a pas fait une saison catastrophique dans le sens où il y a les Norvégiens qui ont surperformé, donc faut le remettre dans son contexte. Forcément, ils pouvaient difficilement faire mieux que par exemple l'année dernière, mais sur le principe, j'ai du mal à voir quand il va éclore, parce qu'à chaque fois on se dit cette année c'est la bonne et c'est jamais la bonne. On est toujours prudent finalement sur les débuts de saison où il carbure. D'ailleurs, il a remporté une course à Östersund et après, certes il a été malade en décembre, mais quand on voit que... Ouais, mais ça aurait pas suffi de toute façon. Oui, évidemment. Mais au final, il fait un meilleur classement général que la saison dernière. Ah ouais. Pourtant, il fait plus pâle figure, je trouve. La saison dernière, il termine 14e, cette saison 9e. Donc, à l'image de Hannenberg, il avait fait aussi des bons mondiaux l'an dernier, Samuelsson. Ouais, donc oui, c'est vrai que si on regarde que sur la Coupe du Monde, c'est un tout petit peu mieux, même si en termes de podium et tout, c'est un cran en dessous. Mais quand même déçu de Seb cet hiver. De Seb. Ponsiloma aussi, qui a été quand même un cran en dessous aussi de l'hiver dernier. Et puis derrière, c'est un peu compliqué aussi. Hein. La relève se fait attendre quand même en Suède. Hein. Chez les hommes, surtout, c'est pareil un peu plus compliqué. C'est un peu compliqué, ouais. Tout à fait. D'ailleurs, pour CB, vous pensez qu'un jour il pourra le jouer ce Euroglobe ou pas rien n'est perdu. Hein. Moi, je pense qu'il a raison. C'est un compétiteur. Je pense qu'il a raison de vouloir jouer le Gros Globe chaque pré-saison. Ce qui est juste dommage, c'est que comme il en est assez loin finalement, c'est ridicule finalement. Mais bon, il va pas commencer sa saison avec son niveau, le rang qu'il a finalement dans le biathlon mondial en disant moi je vise un top 10 au général quoi. Il est obligé de miser. Alors il pourrait dire top 3 peut-être. Mais il l'a déjà eu le top 3. Il est obligé de miser gros, sinon voilà. Mais c'est vrai que c'est dommage. Moi je sais pas. Je pense pas tout de suite en tout cas. Ouais. Pas dans les 2-3 prochaines années. Et le problème ne s'appelle pas que Johannes Bö, en plus. Oui, voilà, parce que si tu enlèves Johannes, je suis d'accord que les Norvégiens ont surperformé, mais il me semble que CB, il était du même niveau voire même plus meilleur niveau que, par exemple, Johannes Dahle il y a ne serait-ce que 2 saisons quand Dahle était en IBU. Donc, il n'y a pas le côté extraterrestre de Johannes qui est seul en cause. Normalement, il est à un niveau qu'il aurait pu jouer. C'est pas français. Normalement, il a un niveau en biathlon qui fait qu'il aurait pu concurrencer le reste de l'équipe norvégienne cette année, la saison dernière. Bref, voilà. Mais donc, moi, je pense qu'il lui faut encore quelques années, quelques saisons. Et peut-être. À voir. Mais c'est vrai qu'on va un peu de déception avec Samuelsson ces dernières années, mais ça reste encore un athlète, biathlète pas vieux, quoi. Enfin, il 26, il va avoir 27. Voilà. Donc, il y a encore de belles années devant lui. Bien, maintenant, on va parler des Allemands. Alors, Aymeric, je ne sais pas si tu vas être aussi... Non. Je vais pas trop m'étaler sur les Allemands. J'en ai assez fait avec les filles. Je crois que tu as dit j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à battre. Légèrement en plus, ouais. Non, mais parce qu'en plus, on peut faire un comparatif. Hein.
avec les Allemandes, hein, parce que les Allemands avaient très bien débuté l'hiver, hein, au point même de concurrencer les Norvégiens sur plusieurs courses. D'ailleurs, on a eu Roman Ries et Fit Navrat en jaune. Ouais, 2 victoires sur les 2 premières courses. Ouais, voilà, 2 succès aussi de Benedikt Doll. Mais finalement, ils sont aussi rentrés dans le rang. Plus les courses avançaient, des mondiaux très compliqués, une seule médaille de bronze sur l'individuel avec Benedikt Doll. Et finalement, résultat des courses, aucun biathlète du Tour 1 dans le top 10. Ils sont 4 entre la 12e et 15e place. Finalement, quel bilan on fait de leur saison? Bah, c'est pas folichon, quoi. Non, mais ils ont profité d'une afflueur au début de l'hiver. Donc, ils ont pu parfait. Mais après, c'est vrai que ça n'a pas tenu la route, quoi, jusqu'à la fin. Même au niveau des mondiaux, etc., on n'a quand même pas beaucoup plus. Donc bon, c'est pas, je pense pas que ce soit vraiment une saison réussie quand même dans l'ensemble. Voilà. Et même, Benedikt Doll, il a fait une bonne saison, mais voilà, sur la fin, c'est un peu dommage de finir avec des places au-delà du top 15 pour finir sa carrière. C'est un peu dommage aussi, alors que c'était quand même le leader de l'équipe ces dernières années. Donc voilà, ouais, je suis plutôt mitigée quand même sur leur saison. Ils m'ont pas fait rêver et malheureusement, j'ai pas non plus beaucoup d'espoir pour l'année prochaine, quoi. Ouais, Doll n'était pas libéré comme les sœurs. Ouais. Ouais. Ah oui, je voulais Ouais. une fin à la Lesser, l'effet Lesser, mais non, on n'a pas eu. Ouais. C'est vrai. Puis, au-delà de pas être enthousiaste pour la saison prochaine, c'est même quand même pour que carrément, moi je dirais pour les 3-4 saisons à venir, parce que c'est pareil, en eBay Cup, ils ont pas quelqu'un de très jeune qui est très Il fort. y a Danilo Rittmüller qui est plutôt intéressant. Ouais, mais il est pas tout jeune non plus. Hein. Danilo Rittmüller, 25 ans. C'est pas comme comme une Tannheimer, comme une King. Il a pas 18, 19, 20 ans. Hein. Il a quand même 7 ans de plus. Hein. C'est pas. Non, ils ont pas un énorme potentiel de 20, 21 ans qui est en train de tout claquer. Donc, non. Va falloir attendre un petit peu, je pense, pour revoir les grandes années chez les hommes allemands. Hein. C'est vrai qu'ils ont beaucoup perdu, hein, entre Schemp, Oh là là. Pfeiffer, Eric Lesser, Ladol, Doll, Andreas Windbarer. Non, ça remonte un peu, ça. Ouais. Mais, faut remonter un peu plus, ouais. non, mais c'est vrai qu'on cherche un leader. Un creux capable. générationnel. Ouais, même ça fait quand même pas mal d'années qu'on évoque le biathlon allemand masculin comme dans la difficulté, quoi. On manque de leader avec un problème de génération. Et là, oui, ça. Certes, il y a quand même eu des bonnes performances en début de saison, mais bon, on a vu que le peu l'heure qui avait cache pas la mal forêt, joué quoi. aussi. Ouais. Alors, en post-mondiaux, ils ont 2 cérémonies des fleurs. 2 cérémonies des fleurs, 4 ou 5 top 10, je crois, sur l'ensemble des... Ouais, j'avais une stat, hein, c'était les 5 premières étapes. C'était 4 victoires, 11 podiums. Et les 5 dernières étapes, 4 podiums, avec les mondiaux compris. C'est là on voit que c'est... alors, c'était pas censé être drôle, hein, cette statistique. Oh, ça me fait rire aussi. Hein. Je vois le respect que vous avez pour nos amis d'Outre-Rhin, mais non, mais c'est vrai. Fin de saison compliquée. Ouais, d'ailleurs, avec Benedikt Doll, hein, qui donc raccroche les skis et la carabine. Moi, j'ai un souvenir, c'est sa façon de skier, Doll, qui va nous manquer. Hein. Son déhanché sur les skis, complètement désarticulé. Il avait un style particulier et aussi, sinon, en course, en victoire, il y a ce titre mondial à Orphizen en 2017 où Johannes Bö pensait avoir gagné et finalement Doll lui souffle la victoire pour quelques dixièmes. 7 dixièmes, ouais. C'est vrai que c'était un athlète très sympa, hein, apprécié de tous. Oui, j'allais le dire. Je trouve que c'était un athlète qui a l'air très, très sympathique. Ouais. Et il est mis à part ça, ouais. Il est devenu parent il y a quelques temps, donc ça a sans doute aussi changé les choses sur la suite de sa carrière et de pourquoi il n'est pas allé jusqu'au prochain jeu. Bien, alors... C'est un cuisinier, non? Je crois que c'est un passionné de cuisine. Oui. Peut-être qu'il a envie de se lancer dans la... il me semble qu'il avait sorti un livre. Hein, je crois un livre de cuisine avec son grand-père, non? Ou avec son... Oui, avec son grand-père, je crois. Et je crois que, ouais. Bref, c'est peut-être une reconversion à suivre. Il va ouvrir une auberge pour concurrencer Simon. Ouais. Dessus, ouais. Et Marie Dorin aussi. Oui, ouais. Voilà. Mais non, en tout cas, belle carrière de Benedikt Doll et qui va manquer au monde du biathlon, hein, je pense. Hein. Je prends pas de risque en disant ça.
Oui, non, on n'en parle pas beaucoup, mais ça reste quand même un sacré biathlète. Mais bon. Ouais, c'est peut-être pas une légende du biathlon, mais il a quand même marqué les esprits, je trouve, et c'est quelqu'un qui va manquer au circuit. Bien, alors maintenant, on va passer à nos top, flop et surprises de cet hiver. Allez, Cassandre, dis-nous ton top. Mon top, Tarier. Tarier Beu, voilà, on a déjà expliqué les raisons. C'était une saison bien au-delà des attentes. Alors, je spoil un petit peu les pronos, mais personne ne l'avait mis sur son top 3 à la fin de l'hiver. Donc, même Aurélie. C'est pour dire. Ouais. Donc, ce serait Tarier. Ok. Et Mike? Moi, pour mon top, j'avais du mal à choisir entre Jack Commel, quand même, qui fait une superbe saison, comme on l'a dit juste avant, et Campbell Wright, qui fait un très très bon passage dans sa saison. Donc, ouais, je sais pas trop. Ouais, je prends les deux. Hein. Ouais, bah vas-y, fais-toi plaisir. Ouais, je prends les deux. La transition de Campbell vers les États-Unis. Ouais, une belle fin de saison. Hein. Ouais, qui s'est super bien passé. Belle fin de saison où il allait chercher des super bons résultats. C'était super, super cool. Puis il a l'air super sympa. C'est très super, c'est super. Ouais. 21 ans, bientôt 22, mais 31e au général. Ouais, il sort tout juste de son année junior. Il était champion du monde l'année dernière à Chouchins sur le podium avec Maxime même. C'était Maxime Germain, ouais. Maxime Germain, ouais. Non, super. Saison super, ouais. Alors, super. Et toi, Aurélie, c'est qui est super pour toi? Moi, c'est le retour en conquérant avec l'orgueil du champion de Vetle Christiansen après son déclassement à Oberhof. Je trouve c'est top d'avoir réagi comme ça et d'avoir remis un peu le staff l'église à sa place en me disant il est un peu l'église au milieu du village en disant je suis là. Voilà, ça faisait plaisir à voir. Hein, par contre, il était un peu moins là sur le relais des mondiaux. Ouais. Je sais que c'était ton top côté suédois. Par contre, ouais, alors c'est un peu une surprise aussi en fait, mais c'est vrai que les Suédois qui gagnent le relais masculin des mondiaux, j'y aurais pas cru. Donc bravo à eux quand même. Parce que j'étais sûre que c'était pour la Norvège en fait, un peu comme tout le monde. Comme l'an dernier aussi avec les Français au Oberhof finalement. Oui, en fait, pareil. Et c'est vrai que les Suédois, en plus c'était un peu, ça tombait bien ce petit, puisqu'ils se faisaient chambrer là les Suédois à chaque fois là par les Norvégiens, donc que les Suédois aient un petit peu remis un peu les Norvégiens à leur place aussi avec ce relais, c'était bien, c'est bien pour eux. C'est vrai que les Norvégiens gagnent tous les relais, sauf ceux des mondiaux. Sauf ceux qui comptent. Ouais. Bah, je pense qu'ils sont en train de commencer une petite série comme les Françaises, ils s'en inspirent. Et je pense que c'est parti pour quelques années, ils vont pas gagner les mondiaux. Ouais. À nous d'en profiter. Je ne suis pas forcément sur ça ces prochaines années, je t'avoue. Faites-moi confiance. D'ailleurs, pas Cassandre, tu vas garder la main. Ton flop? Et ça va être Niklas Hartveg. Alors je suis en train de réfléchir. C'était peut-être mon top de l'année dernière d'ailleurs, mais là, on l'a pas vu. Il a fait un top 10 de toute la saison et il finit à une place au général assez anonyme. Il était 11e la saison dernière et là, il est plus 30e, il me semble, sur son classement. Il est 32e exactement. Donc voilà, on l'a pas vu du tout et il a pas du tout su capitaliser sur sa saison dernière. Donc à voir, mais là, il m'a dit. Après, il a été malade, pas mal de temps aussi, ouais. Quand même. Donc, on l'a pas vu. Mais bon, c'est vrai que il n'a pas pu confirmer les attentes après sa dernière belle saison. Et d'ailleurs, toi, Aymeric aussi, c'est ton flop. Oui, j'ai pas besoin d'en rajouter plus. Hein, c'est exactement le même flop, Niklas Hartveg. Le Suisse qui confirme pas, malheureusement. Allez, toi, Aurélie, on était sur le top des Suédois mondiaux, mais là, on va y rester, mais en flop. C'est combiné avec les Suédois, le reste des mondiaux, en fait, hormis le relais qui, je trouve, ont un petit peu sont passés à côté. Il y a eu quelques cérémonies des fleurs, mais ils sont quand même, ils ont pas fait des mondiaux, surtout par rapport aux mondiaux de l'année dernière, finalement. C'est peut-être pour ça, par contraste. Je trouve qu'ils n'ont pas fait des mondiaux
Enfin, sur le papier, ils auraient pu s'attendre ou faire mieux, quoi. Voilà. C'est décevant. Et d'ailleurs, ta surprise, c'est aussi un flop finalement, Rolly. Ma surprise, c'est aussi un flop, c'est Sturla en short à Canmore. Non, si, oui, il y a un petit peu Sturla en short, mais il y a aussi Sturla qui sort complètement de son sprint à La Canmore. plus mauvaise course en carrière. Plus mauvaise course de la carrière. Alors en plus, ça m'embête encore plus parce que j'avais pronostiqué Sturla cette course-là, enfin ces deux courses-là, sprint et poursuite. Donc ça m'a vraiment embêté. Mais c'est vrai que il faisait combien 45, 47 47e, ouais. Ouais, non, Sturla. Avec 4 fautes sur un sprint, quoi. C'est ah fou, oui, hein. non, mais un truc de fou. Donc là, surprise, flop, mais c'est vrai que ouais, non, ça m'a surpris parce qu'il est quand même solide Sturla normalement. Donc c'est peut-être l'effet short. Voilà. Est-ce que toi, Émeric, il y a un effet short ou pas? Non, et j'avais du mal à trouver une surprise pour pas parler de biathlètes dont on avait déjà parlé. Et finalement, la médaille de Rastor Gouyev sur la Mastart des mondiaux. Oui, c'est vrai. Ouais, ça a quand même beaucoup fait parler. Pour certains, ce serait peut-être pas une surprise. Hein. Ouais, il y en a qui ont porté beaucoup d'allégations, peut-être un peu trop. Ouais, personnellement, j'ai trouvé aussi. Ouais, c'était peut-être un peu trop, sachant que on sait pas tous les fins mots de l'histoire de ce qui s'est passé dans sa carrière. Donc ouais, il a fait quand même une belle saison au Rastor Gouyev, puis il a répondu présent à un moment où il fallait. On voit depuis combien d'années. Rastor Gouyev, première course en Coupe du Monde, ça remonte à 2009. Eh ben. Ouais. Donc ça commence à faire. Hein. La génération de Tariebeu. Hein. 35 ans, bientôt 36, là au mois de mai. Non, il sort. Et c'est un athlète qu'on peut trouver des fois assez friable à la carabine, mais qui est très très bon sur l'individuel. Hein. Il fait 4ème sur le duel des mondiaux encore. Hein. Ouais. 6ème sur celui d'Oslo. 4ème à Östersund aussi. Et 4ème à Östersund. 13ème sur l'individuel court. Après, et ses meilleurs perfs, c'est sur des mass starts et sur un sprint. 3 deuxième place. Sur Gouyev, surprise de la saison. Ouais. Et toi, Cassandre, ta surprise? Du coup, j'en ai déjà un peu parlé avant, mais ça sera la victoire de Laigrid sur le sprint des mondiaux, parce que si je donnais une victoire à Laigrid sur ces mondiaux, c'était certainement pas sur un sprint. Donc franchement, assez épaté, et voilà, je me rappelle vraiment de son cri de rage en arrivant, l'éternel second qui a fini enfin devant. Franchement, c'était assez incroyable. L'éternel second qui avait tiré le gros lot sur le dossard. Hein. Je pense que ça a très bien joué de ce côté-là. Il faut bien un peu de chance parfois. Ouais. Mais c'est vrai que c'était une belle émotion à avoir de ce tour-là. Une vraie libération, on en avait parlé. Bien. Peut-être une petite surprise. Enfin, surprise top, surprise. Ouais, un petit mot quand même pour Florent Claude qui fait sa meilleure saison en carrière. Bah oui, donc, on va parler un peu des Belges quand même. 22e. Il allait chercher une belle saison. Les Belges ont fait une belle saison en termes de surprise en collectif. Voilà, en collectif. Ah oui, non, c'était une très belle saison. En plus, ils sont allés chercher une 8e position en relais mixte. C'était le relais mixte simple, si je ne me trompe pas. Non, c'est le relais mixte normal aux mondiaux. Je crois qu'en plus, ça leur accorde quelque chose de spécial, je crois, avec le ministère belge. Donc, très belle saison, de l'ensemble, de l'équipe de Belgique. Toujours une équipe qu'on aime regarder du coin de l'œil, parce que forcément, il y a des athlètes qu'on connaît plutôt très bien. Particulièrement, ouais. Voilà. Bien, maintenant, on va parler de l'équipe de France. On avait parlé un peu déjà avec Emilien Jacquelin, mais là, on va parler des autres Français, même de l'ensemble du groupe. C'était la première saison, finalement, sous l'ère Simon Fourcade, qui vient de s'achever. Elle n'a pas été de tout repos, une première moitié de saison très compliquée. Il a fallu attendre la Mastart des mondiaux en février pour avoir le premier podium individuel des Français. Une performance finalement qui a été un peu libératrice quand on voit la fin de saison, qui a appelé d'autres podiums avec Eric et Emilien, avec Eric qui est monté sur la plus haute marche du podium. Est-ce que cette fin de saison finalement sauve pour vous le bilan français? Je sais pas si on peut dire que ça sauve le bilan des Français. Si je pars du principe que les Allemands, j'ai dit que c'était une saison pas folichon,
les Français, quand on regarde, c'est pas non plus beaucoup mieux. C'est la saison allemande un peu à l'inverse. Donc, si on prend une moyenne globale, ça reste quand même compliqué et poussif, surtout que sur la fin de saison, le fait que les Norvégiens soient émoussés, ça a joué beaucoup. Donc voilà, je ne sais pas si ça sauve leur bilan. Après, c'est sûr que ça met un peu de baume au cœur par rapport à tout ce début de saison jusqu'aux mondiaux où on n'avait pas de podium, quoi. Donc bon, voilà, ça nous a un petit peu permis déjà de battre le record de podium sur une année. Tout confondu, enfin femmes et hommes confondus, hein, pas que les hommes bien sûr. Mais donc du coup voilà, ça a adouci cette saison, mais c'était quand même une saison un petit peu avec un petit peu d'amertume parfois. Ouais. Ouais, si on regarde ça comme les filles avec un regard global, je trouve que pas totalement, hein, ça sauve pas totalement cette saison parce que, comme on l'a dit, au début de l'hiver, c'était plutôt mal embarqué. Donc, si je devrais très mal me faire... embarqué, hein, même tu peux dire, hein, franchement. Oui, c'est vrai que ouais. c'est quand même des grosses exceptions. Hein. On avait heureusement les filles à côté qui nous permettaient d'avoir de bons résultats. Du positif, mais c'est vrai que d'à côté, c'était quand même très compliqué. Hein. Ouais. Et si on devait faire un tableau des positifs et négatifs, Emilien et Eric, je les mets clairement dans le positif. Il n'y a pas photo. Oscar, qui fait une bonne saison d'apprentissage sans avoir... Enfin, il fait ses meilleurs résultats en carrière en Coupe du Monde. Hein. Donc, c'est dans le positif. Voir Valentin en Coupe du Monde, qui n'a pas démérité, pour moi, c'est du positif aussi. Et après, bon, c'est à nuancer donc, avec les résultats de Quentin, Fabien et Emilien, Claude et Anto, qui étaient tous bien en dessous du niveau qu'ils étaient la saison dernière et les hivers derniers. Donc pas totalement, ça sauve pas totalement cette saison, les résultats d'Eric et Emilien sur la fin de l'hiver. Ouais. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça permet de finir sur une bonne note. Moi, je vous trouve dur parce que je trouve que je suis d'accord avec vous en fait, surtout, mais je trouve que c'était tellement cata pendant une période que si quand même ça sauve un petit peu la saison des Français. On part quand même, on finit la saison quand même sur du beaucoup plus positif que ce qu'on avait en début, milieu de saison, quoi. Mais donc du coup, ça si tu sauve fais un le petit peu scénario inverse, l'année, quoi, tu vois. Ce serait la saison inverse, et je te dirais que tu commences par des bons résultats, tu finis par des mauvais, du coup on n'aurait pas la même impression. On n'aurait pas oui, exactement, mais du coup là comme c'était tellement oui, effectivement, mais comme c'était tellement mauvais, ça sauve quand même un petit peu le bilan français, quoi. Parce que c'était encore une fois, je le redis, et pour moi c'était un peu voire même inespéré, quoi. À part Eric qui a toujours été assez depuis le début, il n'a pas été c'était pas catastrophique, et puis Eric c'est peut-être pas celui qu'on voyait en chef de file non plus. Mais Emilien, Quentin, qui sont quand même les leaders de l'équipe, ça, quand tu voyais les étapes passer et puis que ça le faisait toujours pas, au moins là, ça finit quand même assez bien, quoi. Ouais. En tout cas pour Emilien. Puis en termes de progression, c'est mieux si on compare aux Allemands, c'est mieux de finir par le bon que de commencer. Ça donne de l'espoir. Ne serait-ce que pour la saison d'après, quoi, pour mais donc je trouve que quand même si voilà, ça aurait pu être pire, quoi. C'était pire. Il y a encore un mois. Ouais. J'ai les stats des Bleus si vous voulez pour cet hiver. Vas-y, Mike. On a une victoire, celle d'Eric, qui a fait grand plaisir à tout le monde. Hein. Oui. On a eu un total de 9 podiums et puis surtout la médaille de bronze du coup sur le relais homme de Nové Mesto. Ouais, un bilan qui fait bon par rapport aux Françaises forcément qui 9 podiums dont 6 individuels. Ouais. Et d'ailleurs c'était comme je disais, c'était la première saison de Simon Fourcade mais aussi avec Jean-Pierre Amat au tir. Le binôme de la situation pour vous, qu'est-ce que vous pensez déjà c'est peut-être encore même trop tôt de faire un bilan sur ça? Enfin, comment vous voyez les choses par rapport à ce premier hiver? C'est peut-être un peu trop tôt, comme tu le dis, mais... Ouais. Mais après, ça n'empêche pas de voir quand même qu'il y a eu une belle courbe de progression pour notamment Eric et Emilien. On le répète, hein, mais ça augure du bon pour ces deux biathlètes-là pour la saison suivante. Peut-être que Quentin et Fabien auront besoin peut-être d'un peu plus de temps d'adaptation avec leur nouveau coach. On sait que Eric, surtout, il a déjà connu Simon Fourcade par le passé. Il a déjà été entraîné par Simon
pendant ses années juniors, donc ça a été plus facile pour lui à s'adapter à sa méthode de fonctionner. Et pour le moment, je pense que au début de saison, on pouvait émettre quelques doutes, se dire voilà, mais bon, c'était des conclusions un peu trop hâtives, hein, on l'a déjà dit. Et là, je pense que on a déjà eu quelques belles pistes de réponses pour l'hiver prochain. Et je pense que pour le moment, ouais, c'est encore le binôme de la situation. Il faut encore compter. Je pense que Simon a quand même dû dormir un petit peu mieux après la victoire d'Eric. Hein, Ouais. parce que Clairement. là, ça faisait un peu. C'était libérateur. Hein. Ouais, je pense, pour le coup. La médaille de podium aussi au mondiaux, hein, parce qu'ils n'avaient pas de podium. Hein. Ouais. Et c'était. Ouais, Bah, pas évident. Non, mais ça devait pas être évident d'être à sa place, quoi. Tu vois, même si tu comprends le côté sportif, que voilà, le coach, le travail, ça prend du temps. C'est peut-être pas la première saison, peut-être même pas la deuxième que ça commence à marcher, à fonctionner. C'est des cycles en fait. Mais bon, c'est quand même toi qui est en ligne de mire, quoi. C'est toi le coach, quoi. C'est toi qui dois. Ah bah c'est le premier fusil qui pète. Hein. Voilà, justifier des résultats. Et donc je pense quand même que quand il y a eu une victoire qui est tombée, alors c'est arrivé un peu tard, effectivement. Je pense quand même qu'il a dû relâcher un peu de pression. Il a bien dû fêter ça. Ouais, j'imagine. Après, c'est au niveau du tir où on a quand même semblé, l'ensemble du groupe beaucoup plus en difficulté, où les stats ont quand même baissé pour la plupart. Ça va vraiment être l'axe de travail aussi pour cette intersaison. Donc, mais on va voir ce que ça va donner déjà cet été. Et, on espère que le groupe va pouvoir surfer sur cette belle fin de saison. Mais oui, je pense que oui, comme tu disais Aurélie, que Simon Fourcade a bien mieux dormi ah oui, je pense, ouais. du côté des États-Unis et du Canada. Ouais. D'ailleurs, bon, on en a un peu parlé avec cette première question, mais il y a un autre Français qui s'est démarqué outre Emilien Jacquelin sur cette fin d'hiver. Donc, c'est Eric Perrault, le jeune tricolore de 22 ans qui, comme Thomas Giacomel, continue de progresser, de prouver tout son potentiel. Après un premier podium en carrière l'hiver dernier à Östersund, cette saison, il a décroché sa toute première victoire sur la poursuite de Soldier Rollo, 34e mondial il y a un an. Il a terminé l'exercice 2023-2024 au port du top 10, 11e. Il a également été sacré champion du monde de relais mixte. Et pas passé loin aussi d'une récompense mondiale individuelle sur le sprint. C'est devenu clairement un pilier finalement de l'équipe de France. Est-ce que pour vous, ça a une saison au-delà de vos attentes pour Eric ? Ouais, je pense quand même, parce que tu parlais de piliers, mais moi je pense du coup au relais mixte, notamment des mondiaux, où je pensais pas que. Enfin, j'espérais qu'il soit aligné, mais il faut se dire que au début de la saison, on a quand même normalement deux leaders que sont Quentin Fillon-Maillet et Emilien Jacquelin, qui sont logiquement dans le relais mixte. Donc de le voir faire son apparition dans la composition, franchement, c'est au-delà de mes attentes que j'avais au début de saison. Après, sinon, sur sa progression de manière pas individuelle et les résultats qu'il a fait, je pense que c'est une progression logique. Après, ce qui est plus étonnant, du coup, c'est plutôt en regard des autres où il a finalement quasiment été le meilleur Français de la saison. Et ça, je pensais quand même que ça serait, comme je l'ai dit, il y aurait quand même Emilien Jacquelin, Quentin Fillon-Maillet, etc., qui seraient plus régulièrement devant. Mais en termes individuels, c'est une progression plutôt logique. Après, ça veut pas dire que c'était facile. Il a quand même su justement répondre aux attentes. Et c'est pas toujours facile de répondre aux attentes. Donc c'est tout à son bénéfice, à son, je sais pas comment on dit, tout à son honneur. Voilà. Honneur. Ouais. Moi j'ai envie de te répondre ni oui ni non. 50-50. Parce que en vrai, l'année dernière, il avait déjà fait des très bons résultats. Et il avait clairement dit que son objectif de cet hiver, c'était d'aller chercher une victoire. C'était son objectif principal. Donc, encore faut-il le faire. Donc voilà, encore faut-il le faire. Donc partant de là, je me disais que pourquoi pas au vu du niveau de la saison dernière. Alors après, oui, c'est très dur de le faire au milieu de toute cette armada de Norvégiens. Ils sont un peu imbattables. Hein. Et bon, il a quand même du sang norvégien, ça aide. Mais j'allais le dire, il est un peu norvégien, c'est peut-être ça. Hein. Il est franco-norvégien à moitié, donc voilà. Ouais. Mais quand on voit de quoi il a été capable l'hiver dernier, puis surtout la phase d'apprentissage ascendante qu'il a, hein, je vous invite à aller voir sur les sites de statistiques, c'est les performances d'Eric, ça fait caler sur du mieux depuis 3 hivers.
C'est donc pour moi c'est quand même une suite logique dans sa carrière. Il y a pas c'est pas un gros pic, enfin ça se construit petit à petit et mais c'est une pente ascendante régulière depuis qu'il est arrivé en équipe première quoi. Donc ça fait déjà maintenant 3 hivers qu'on le suit beaucoup plus parce que il est sur donc à 3 ans, il était encore chez les juniors, on l'avait vu au championnat du monde ou au championnat d'Europe, je sais plus exactement. On sait qu'il a un potentiel énorme. Il a l'air d'être très bien entouré en plus, donc c'est très très important. Et puis surtout, il a l'air d'être quand même très terre à terre, hein, surtout dans l'analyse de ses courses. Tu le vois en interview, il sait là où il a pêché, il arrive à voir ce qu'il a fait de bien et tout. Franchement, tu mélanges tout ça, voilà ce que ça donne, hein, une première victoire en Coupe du Monde à son âge. C'est très très fort. Donc c'est pour ça que c'est ni au-delà de mes attentes, ni en dessous de mes attentes, parce que on sait de quoi il est capable. On l'attendait, cette victoire d'Eric. On l'attendait venir. Peut-être pas en fin de saison, parce que comme tu le disais avec les Norvégiens, la porte était bouchée. Mais il a réussi à faire sauter le verrou, Eric. Et de très belle manière en plus. Mais allez voir sur les sites, notamment Real Biathlon, vous allez sur la page d'Eric Perrault, vous verrez que c'est une courbe ascendante continue depuis qu'il est en Coupe du Monde. Hein. Premier podium pour Eric l'an dernier, première victoire cette année. L'année prochaine, on vise quoi alors? Peut-être pas le gros globe, hein, je sais bien, mais. Ah bah si, allons-y directement. Quoique. Pourquoi pas après, oui, après tout. Hein. Ça se trouve, dans un an, on rigolera de ça. Il aura fait comme Louis, il sera deuxième au général. Ouais, on aura rien compris. Exactement. Voilà, c'est oui, mais après, c'est le biathlon, ça. Mais oui. Sinon, vous pouvez viser quoi avec Eric l'année prochaine? Déjà, le dossard bleu. Je pense que ça, c'est à sa portée. Parce qu'il est quand même pas passé très loin. Et puis Entrer dans le top 10 aussi, peut-être. Oui, j'allais le dire. Et puis un meilleur classement au général. Je pense qu'il va progresser. Donc, ouais, ce serait déjà bien de faire un top 10 au général, en sachant qu'il y a 6 ou 7 Norvégiens devant. Clairement le top 10, ça doit être un des 2 gros objectifs avec le... Non, battre CB. Être meilleur au général que CB. Voilà, c'est l'objectif de l'année prochaine. top 10 hein. Top 10 avec ce qui serait combiné logiquement pour moi avec le gain du dossard bleu. Enfin, je pense que ça doit être indissociable ces deux objectifs-là. Et le gros objectif pour moi d'Eric la saison prochaine, c'est aller chercher une médaille aux mondiaux. Ouais. Comme nous, pareil. Ouais. Comme nous cette année, ouais. C'est vrai. Mais ça serait le gros pour moi, enfin mon objectif personnel pour Eric. Après qui suis-je pour lui donner des objectifs? Ça serait d'aller clairement chercher une médaille sur ces mondiaux. On lui souhaite et forcément on a hâte de voir encore un peu plus sa progression sur la saison à venir. On va parler aussi maintenant de 2 autres Français, Quentin Fillon-Maillet et Fabien Claude, qui terminent en dehors du top 15. Qui n'ont pas répondu finalement aux attentes, à leurs attentes, j'ai même envie de dire. 2 top 5 pour le Vosgien, tandis que le Jurassien doit se contenter finalement d'un seul podium. Alors un podium lors des mondiaux, donc c'est quand même très intéressant, mais un seul. Quel biathlète finalement vous avez la plus grande déception? Quentin. Pardon, vas-y. Non, Aurélie, vas-y. Pour moi, c'est Quentin quand même, parce que c'est quand même un gagnant du Gros Globe. Et là, ça fait quand même 2 saisons que c'est quand même bien compliqué. Et il a l'air très déçu lui aussi. Il n'a pas l'air de trouver les pistes. J'ai pas l'impression. Et ouais, il est enfin là cette année, je trouve qu'il est pistes des fois. Oui, aussi. Et là, il est quand même, un peu loin, je trouve cette saison par rapport à son niveau attendu. Ouais. On a des attentes en plus, c'est ça qui fait que c'est décevant, c'est que lui il a des grandes attentes, mais nous aussi au vu de ce qu'il a pu produire auparavant. Quoi. C'est fou. J'ai noté la stat, c'est son 4e plus mauvais hiver, son 4e plus mauvais classement au général des 10 saisons auxquelles il a pris part en Coupe du Monde. C'est pas folichon. Déjà l'an dernier c'était déjà décevant parce que c'était l'année pré-Gros Globe. Post, du coup. Post-Gros Globe, oui. Il a terminé 8e, donc c'était le contre-coup, il en avait parlé, que physiquement c'était compliqué.
Là, physiquement, il semblait quand même mieux, mais aussi au niveau du tir où ça a quand même pas mal pêché. Hein. C'est le mental, non? C'est la tête qui est la confiance en lui. Je pense qu'il a un peu perdu. J'ai l'impression. Ouais. Et quand tout semblait aligné, Ouais. c'est Tout n'était pas phénomènes aligné. extérieurs. Ouais. Non, Il c'est est vrai que tombé c'est sur des terrible. Hein. skis qui ne glissaient pas. Ouais, non, c'est une saison très compliquée pour Quentin de par son statut, hein, forcément dans cette équipe. Et du coup, ça remet un peu sur la table la question qu'on s'était posée, je me souviens avec Damien à l'époque, de savoir si ce gros globe qu'il avait eu, et c'était pas un peu un gros globe au rabais, parce que Johannes n'était pas entièrement là, et s'il avait été là, est-ce que c'est pas lui qui l'aurait finalement gagné? C'est vrai certains peuvent se poser la question et Moi, se non. dire ça. Moi, honnêtement, pour moi, je pense qu'il le mérite complètement, ce gros globe. Oui, parce il que surtout le mérite, bien sûr. que certes, on dit que Johannes a peut-être joué que sur un tableau, mais Quentin, lui, a réussi à jouer sur les deux. Donc, pour moi, c'était le meilleur biathlète de la saison. Je sais que beaucoup remettent en question ça sur les réseaux, mais pour moi, il n'y a pas de débat. Quentin avait été le meilleur athlète sur la saison. Donc, mais c'est vrai que le contre-coup est assez dur pour Quentin. Très dur. Hein. Contre-coup sur une saison, pourquoi pas, mais c'est vrai que sur 2, ça commence à faire long pour lui, Quentin. Et après, Quentin, il a aussi il a 31 ans, 32 ans bientôt. Hein. On se rend peut-être pas forcément compte avec les années qui passent vite, hein, mais T'es en train de dire que c'est le début de la fin ou non, mais c'est un athlète voilà, qui est maintenant très expérimenté, qui a peut-être aussi atteint son pic de forme il y a 1 ou 2 ans aussi. Peut-être déjà, bientôt. il laisse plus en de profiter. Sartrico. Le petit de Sartrico, c'est peut-être pour lui bientôt. Ouais, mais si Taribo arrête cet hiver, oui, peut-être qu'il pourra l'envisager. Mais bon, après, Quentin envisage mieux quand même durant sa carrière que le tricot, mais après, il laisse plus en profiter quand même. Hein. Il y aura encore Vettel qui est de la même année que lui, je crois, qui pourra le challenger pour le dossard de vieux. Navrat aussi, qui est pas tout jeune, je crois. Les Allemands en général. Ouais, Taras Sorgouyev aussi qui est devant. Ouais. Non, juste derrière, 17ème. Sorgouyev et Quentin 6ème. 17ème, ouais. Donc, mais ouais. Le dossard bleu. Gris, pardon. Oui, j'ai bleu. L'anti-bleu. Ouais. Saison décevante pour Quentin et même aussi pour Fabien, Cassandre. Je sais que tu voulais y revenir. Bah oui, parce que c'est sûr que Quentin Fillon-Maillet, par rapport à son statut, c'est décevant, mais Fabien Claude, c'est plus par rapport à, du coup, en l'occurrence, un peu la non-progression que ça, c'est décevant parce que on parlait un peu en preview du fait que on se demandait si il allait être amené à stagner ou si vraiment il allait pouvoir faire mieux que ce qu'on avait vu les saisons d'avant et malheureusement, cette saison, il a un peu stagné, fait que ça, de stagner. Alors après, oui, il a fait quelques top 5. Même régressé, hein. Je sais pas si on peut le dire. Il a régressé, oui. Ouais. Même on le voit surtout au centre ski, où il était quand même moins bien que les années précédentes. Hein. Là, à tous les niveaux, j'ai l'impression que c'était moins bien, même ski, tir. Enfin, je sais pas ses stats en tir, mais tir, ouais. Il a perdu 2% par rapport à l'an dernier. Ouais. Quand je regarde les sprints, à chaque fois, à chaque fois, il ratait ses sprints pour faire des super belles poursuites. Mais donc, du coup, quand on rate un sprint, on est quand même derrière sur la poursuite, même si on fait une belle remontée. Et du coup, ça permet pas de faire de beaux résultats sur la saison. Donc, ouais. Je sais pas trop quoi en attendre maintenant. C'est vrai que finalement, le sprint, c'est à l'image de sa saison. C'est la frustration de cette course qui l'a privé de faire de belles performances sur un exercice à 4 tirs où il était quand même bien mieux, quoi. Ouais. Puis c'est pareil que Quentin. Hein. Fabien, il commence à plus être tout jeune non plus. Il a plus 24-25 ans comme on pourrait le penser. Comme il y a 4-5 ans. Jeune. Ouais, comme il y a 4-5 ans. Il va avoir 30 ans début de l'hiver prochain. Donc, ouais, il serait temps qu'il arrive à casser ce plafond de verre qu'il a au-dessus de lui. Et c'est vrai qu'il était pas loin de cette victoire, hein, mais malheureusement, ça semble s'éloigner, en tout cas sur cet hiver. Ah bah là, ça fait un moment que, oui, il est passé tout près. C'était il y a déjà bientôt 4 ans, 3 ans, 4 ans. Hein. Ouais. 3-4 ans. Depuis, ouais, voilà. Pas souvenir de Fabien capable d'aller chercher une victoire ou même un podium de très très près, d'être là à trembler, à se dire est-ce qu'il va y aller ou pas. Enfin, c'est ouais.
Et une saison en régression, quand même, pour Fabien. C'est dommage. Contrairement à son frère. Son grand frère, Mon pardon. grand frère. Parce que le petit, oui, c'était une saison aussi un peu en régression aussi. Bah d'ailleurs, pour parler des autres Français, d'Antonin, d'Oscar, comment on peut définir leur saison? On a déjà un peu parlé avec Emric. Et quelques mots sur le positif, négatif. Antonin, c'est une saison un peu particulière. Et se renvoie en IBU Cup, qui a quand même été plutôt positif. Après, ce renvoi, il le doit qu'à lui aussi. Hein. Il n'a pas été renvoyé sans raison non plus. Donc, et Antonin, ouais, c'est pente, contrairement à Eric, c'est pente descendante et ça risque de peut-être pas aller en s'améliorant. Donc, Après, il continue. Enfin voilà, il aime toujours autant son sport et du coup, il veut continuer. Donc bon, voilà, tant mieux. En fait, surtout, il a de la chance que derrière, ça pousse pas trop et qu'il puisse profiter un petit peu de ces années de passion biathlon sur la fin, quoi. Parce qu'en effet, je vois pas trop comment il va remonter. C'est la fin de saison qu'il fait là aux États-Unis et au Canada, c'est pas folichon. 58e du sprint de Sol du Rollo, 42e de la poursuite, et il termine la saison sur une 62e place avec le 69e temps de ski sur le sprint de Canmore. Un peu comme il avait commencé la saison finalement. Ouais, j'allais le dire. Ça pique, voire même un peu à l'image de toute sa saison, en fait. Ah ouais, ça pique. Il y a eu un sursaut quand même, avec l'IBU Cup. On semble que ça lui a fait du bien. Ça l'a piqué dans son orgueil, je pense. À Oslo, il fait un bel individuel. Mais c'est vrai que si on regarde la saison dans son global, Antonin, c'est quand même moins bien. Dans son global, ouais, c'est clairement moins bien que les hivers précédents. Oui, parce cet hiver, il est classé 36e et l'an dernier 20e. Donc il y a quand même il y a un gros gap. Ouais. C'est dommage. Ouais. Et pour Oscar, c'est une saison, alors tu disais plutôt positif pour toi, Emric, faisant ses meilleures performances? Bah oui, il fait quand même ses meilleures performances en carrière. Bon, il était cramax complet sur la fin de saison. En plus, il fait une chute. Belle blessure, hein. Ouais. À la tête. Ouais, il s'est bien blessé. Puis il a été malade aussi à un moment, si je me trompe pas, à Oslo, je crois, un truc comme ça. Non, il a joué de malchance un peu sur la fin de saison. Puis après, en partant avec des gros dossards, c'est un peu comme Antonin aussi. Tu pars avec des gros dossards sur des sprints, t'as de la neige un peu de moins bonne qualité. Comme Botton aussi, hein. Oui, après c'est vrai qu'il y a Botton quand même pour dire que. Ouais, mais bon, c'est un Norvégien. C'est un autre calibre. Ouais, c'est un autre calibre. C'est clairement un autre calibre. Donc, non, oui, ça reste quand même encourageant pour Oscar. Il fait quand même des belles courses. Donc, mais c'est vrai qu'il manque cette relève pour concurrencer et pour bousculer plus la hiérarchie, quoi. Oui, il manque. Il y a un petit trou quand même derrière Eric, mais bon. Il y a quand même des jeunes qui sont prometteurs. Déjà ça. Oui. Avec Eric, ça pourrait suffire, mais non. Ouais. On a vu entre les années 2010 et 2020 qu'on peut se satisfaire d'un seul très bon biathlète. Mais après, bon, c'est toujours mieux quand même d'avoir un groupe. Mais il faut qu'il soit très très bon. Voilà, oui. Oui, derrière on a quand même Valentin qui a pointé le bout de son nez et qui a pas démérité du tout. Il y a des juniors aussi qui sont. Oui, il y a Damien Levé, il y a Rémi Broutier, il y a Théo Guiropoyo. Enfin, ça reste plus ou moins de la même génération. Il y a quand même des. Et aussi, on a hâte aussi de voir la progression d'Antonin Guy, qui est tout jeune encore, mais qui peut arriver très vite. Même Nance Madalena aussi. Ouais. Voyons loin. Voilà. Nance qui a presque plus ou moins le même âge que Newella King. Tannheimer, pardon. Ouais, c'est là où tu dis que c'est très précoce, hein, du coup. C'est ultra précoce. Ouais. Mais chacun son rythme. Oui, ouais, tout à fait. Bien, alors pour finir sur les Français, top flop. Alors top, j'ai l'impression que c'est que du Eric pour vous. Bah oui. Moi, c'est un peu plus général. C'est le sprint, donc la victoire d'Eric, mais aussi du coup le doublé français avec Emilien à la 2e place. Ça faisait plaisir que ce soit pas 2 drapeaux norvégiens et que ce soit 2 drapeaux français. Et puis en plus, c'était un peu la course où il y avait la Norvège à la 3e place, mais les têtes d'affiche norvégiennes s'étaient un peu plantées, notamment Johannes. Et c'était quand même une course. Il n'y avait pas surprise là, mais c'était quand même un peu une course surprise. Et puis un grand top de voir la médaille, enfin pas de médaille, mais la première, la 2e place pour la France.
Il a fallu veiller très tard pour voir cette victoire. Donc celle-là, on s'en souvient. Oui, c'est vrai. Ouais. Pareil aussi pour vous, donc Cassandra Emmerich, c'est Oui, Eric, oui. cette victoire Ouais. aussi. Votre flop? Et je vais parler d'un autre frère Claude. Je vais prendre Émilien Claude parce que au début de la saison, il a plutôt bien commencé quand même. Il fait une 10e Sur place. l'individuel Ouais. de Sanson. Ouais. Donc il commence bien et après il est vraiment dans les discussions pour être en groupe Coupe du Monde normalement. Enfin voilà, savoir si il est dans le groupe. On peut penser à Oscar, etc. pour savoir qui reste sur la Coupe du Monde ou redescend. Et là, il est redescendu et on n'a plus du tout entendu parler dans les débats jusqu'à la fin de saison. Ouais, c'est un peu comme Fabien disait que c'était une pente descendante. Là, du coup, un petit peu aussi parce que il a commencé en Coupe du Monde et il est descendu et je suis pas sûre. À voir comment ça évolue, mais en tout cas, c'est pas sur le bon côté pour l'instant. Finalement, ça ressemble un peu aux saisons précédentes pour Emilien, je trouve, Emmerich. Il peut quand même se réjouir quand même de sa fin de saison d'eBay Cup qui va peut-être quand même lui remonter le moral, mais ouais, son passage en Coupe du Monde a été bref et pas couronné de succès. Hein. Et d'ailleurs, il s'est pris un beau tacle, on se rappelle, par Stéphane Boutiot sur son individuel. Ouais. Il disait que ça valait rien, finalement, 10e place comme ça. Après, malheureusement, il n'a pas pu enchaîner. Et ça, finalement, ça a un peu confirmé ses dires sur les courses suivantes où malheureusement, il n'était pas forcément dans le coup. Et il a eu un peu de mal après sur les courses en eBay Cup pour se remettre dans le rythme. Mais c'est vrai qu'il a très bien terminé à Aubertillac et on espère que pour lui, c'est prometteur et que ça permet de faire une belle intersaison. Mais c'est vrai que Emilien, pour le moment, il est le chaise entre. Voilà. Ouais, les fesses entre deux chaises. Ouais, voilà. Oui, les chaises entre. Oui. Tout à fait. Les chaises entre deux fesses. Voilà. Et pour toi, Emmerich, c'est Quentin, ta déception, on en a parlé. Ouais, on en a parlé. Pareil, pas. Et Aurélie, toi, c'est le relais français à Solier-Rollo. Ouais, je reste à Solier-Rollo, peut-être parce que c'est la fin de saison et c'est ce que je me rappelle le plus, mais un relais dégueulasse. Je sais pas comment le dire autrement. Décevant, voilà, décevant avec une. D'ailleurs, c'était la semaine des relais un peu pourris pour les Français, avec les Françaises. Ouais. Complètement manqué. Mais du coup, les hommes se sont bien repris sur Solier-Rollo. Finalement, ça n'envisageait rien de bon, ce relais. Puis en fait, c'est la première course. Ouais, c'était la première course. La première course. Simon a dû leur monter les bretelles. Et puis, voilà. Qu'il fasse ça un peu plus souvent, peut-être. Et puis. Stop de bretelles pour la prochaine saison. Oui, parce que voilà. Ils sont bien repris. Enfin, certains d'entre eux, en tout cas. Pour terminer sur cette saison, alors avant les pronos, nos points sur nos pronostics, une course qui vous a marqué cet hiver? Mis à part, parce que certains ont dit la victoire de Eric pour aller plus vite. Oui. Oui. Ouais. Et puis ici, allez, la craquante d'Emilien sur. C'est positif encore, c'est magnifique. Ouais, ça a été marquant. Craquante. Ouais, la plus marquante des craquantes. Okay. Laquelle? Le opening? Ouais, oui, il sort en tête, puis il arrive, il est même plus sur le podium. Oui, c'était marquant, même si c'était du négatif, ça reste quand même marquant comme course. Hein. C'était pas la je suis teubé. Non, c'était pas la je suis teubé. Ouais, okay. Et toi, Aurélie, c'est quelque chose de positif au moins ou pas? Ouais, moi c'est le relais mixte des mondiaux, qui première course des mondiaux et qui débloque le compteur des médailles. Ça faisait du bien aussi, avec en plus, puisqu'on parle des hommes, des relais solides des hommes. Donc, on a beaucoup parlé des Françaises sur ces mondiaux, mais les hommes sur ces relais mixtes ont clairement joué le jeu et on se souvient, on en a parlé déjà ici, mais que Eric et Quentin ont mis les frères Beu derrière eux sur le mixte. Ouais. Donc, pour moi, c'est la course, une des courses marquantes des hommes cette saison. Et Quentin aussi avait tenu la trajet haute à Johannes sur le single. Donc voilà, on avait parlé un peu négativement aussi de Quentin, forcément, à titre individuel. Mais il a quand même tenu la baraque sur les relais, même, je trouve, globalement, il a fait le boulot. Et notamment sur les mondiaux où ça comptait le plus. Très bien. Alors, maintenant, le moment qu'on attend tous, le point sur les pronostics. Oh, t'es sûr? Ça va être très rapide. Ça va être très rapide. Parce qu'on avait tous dit Johannes Beu vainqueur. Donc là, on peut tous se féliciter. On a tous gagné. Je ne crois pas que ce soit un exploit d'avoir dit Johannes.
Par contre, on a tous faux sur la suite. Hein. On n'avait pas vu Tarjei sur le podium comme Jonas Dahle. Honte à nous. On avait mis d'autres Norvégiens, d'autres Suédois ou même des Français. Jérémy d'ailleurs, qui a mis Quentin en grand franchouillard, qui est Jérémy. Mais toujours optimiste, Jérémy. Voilà. Moi, j'avais cru en CB. Bon, il m'a une fois le plus déçu. Hein. Ouais. Il y avait du Lagred aussi, mais même du Vettel. Ouais. Mais on a eu tous bons sur Jonas, mais sinon, ça n'a pas fait le taf pour nous. Donc, mais en tout cas, Aurélie, tu n'étais pas là sur le preview d'âme, mais sur le débrief d'âme. Mais on t'avait félicité pour ton beau pronostic, où tu avais mis Lisa Vitozzi première et troisième Ingrid Tendrevold. Ouais. Et qui c'est qui déçoit? C'est la Suède à nouveau. C'était Elvira, je l'avais mis en deuxième, non? Voilà. Ouais. Voilà. Mais merci. D'ailleurs, Aurélie, en surprise, cette saison, tu as mis Vebjørn Sørum en Coupe du Monde et en top 15 du général. C'est pas loin. Hein. Alors oui et non, parce que en Coupe du Monde, oui, on peut te l'accorder quand même. Mais c'est pas top 15, mais bon, il avait clairement le niveau pour jouer le top 15 de ce qu'on a vu. Par rapport au nombre de courses qu'il a joué, je trouve qu'il s'en sort quand même bien au général. Et c'est vrai que si le staff l'avait choisi plus souvent, je pense qu'il aurait fait un top 15. Mais bon. Tu aurais dû un peu plus insister. J'aurais dû insister un petit peu plus. J'ai appris ma leçon la saison prochaine. Je ferai du forcing. On va passer quelques coups de fil à la fédé norvégienne. Jérémy, lui, avait mis Otto Invinius, le Finlandais, dans les fleurs. Alors, je lui ai mis oui et non, parce que il n'y a pas de cérémonie des fleurs à titre individuel, mais il y a ce fameux single mixte à Oslo, qui finit ce troisième. On lui aura plus accordé. Donc voilà, je l'accorde. Mais c'était historique. Il n'y a pas de fleurs. Il n'y a pas de fleurs, mais c'était un podium historique. C'est clair. Ouais. C'est tout à fait historique. Donc, super performance. D'ailleurs, en parlant de fleurs, je vais m'en jeter. Moi, j'avais mis pas plus de 15 victoires pour Johannes Bö. Ça, c'est check. C'est fait. Et première victoire d'Eric. Et ça, c'est check. Voilà. Donc là, le carton plein pour moi part. Donc, bravo Romain. Surtout pour Eric, je trouve. Parce que... Surtout pour Eric. Ouais, donc c'était... J'avais pris un petit risque peut-être avec Eric, mais il a confirmé mes pronos. Donc, merci à lui, je le remercie chaleureusement. Aymeric, toi, ça ne l'a pas fait, je pense. Maxime Jamin, tu avais misé sur lui pour une bonne saison. Ouais. Maxime Jamin, un franco-américain, qu'on a vu sur le podcast, d'ailleurs, l'été dernier, qui n'a pas vécu une saison compliquée. Qui n'a pas vécu une saison très simple, plutôt. La Coupe du Monde. Oui, très simple, oui, évidemment. Non, il n'a pas réussi à faire sa place sur l'ensemble de l'hiver. Il a fait un peu l'ascenseur avec les UBU Cup, sur lequel il a quand même réussi à aller accrocher un top 10. Mais puis même à domicile, à domicile avec des guillemets à Soldier Hollow, et il a pas été très très brillant. Il a eu du mal cet hiver. Donc non, un peu déçu. Ouais. Mais bon. Ça va revenir, je crois en lui. Et comme Wright, c'est un athlète très jeune, 22 ans. Tout juste 22 ans. Le 21 août. Donc non, rien n'est perdu encore pour Maxime. Toi, Cassandre, tu avais dit, alors, Emilien Jacquelin, top 6 du général. Ouais, c'est juste, c'est juste. C'est juste. Et tu avais aussi dit Talder, top 12. Bon, ça passe pas, on peut pas tout avoir. Là, ça ne passe pas, donc, mais presque. Et Marine avait dit Eric top 20 du général. Marine, c'était pas trop foulé sur les surprises. Enfin, en tout cas, les grosses cotes entre la médaille d'or sur les femmes, sur le relais, et là, le top 20 d'Eric. Ouais, c'était un peu des grosses cotes. Petit bras. Voilà, il y en a qui prennent des risques ou pas, mais voilà, après, ça passe quand même pour Marine. Donc, félicitations à elle. Bien, maintenant, on va passer à la prochaine saison. Une question, comme on avait fait pour les dames. Le point d'orgue de la prochaine saison d'ailleurs, ce sera donc les mondiaux toujours, comme cette année, mais du côté de la Suisse à Lenzerheide, un site qui a organisé sa première étape de Coupe du Monde cet hiver. C'était en décembre à la place du Grand Bornand. D'ailleurs, le Grand Bornand retrouve sa place au calendrier. D'ailleurs, qu'est-ce que vous aviez pensé de ce site helvète? Alors, je vous avais posé la question à l'époque, après sur le débrief de Lenzerheide, mais ouais, on retient quoi de cette étape plutôt intéressante pour les mondiaux?
Oui, ça reste un joli site avec un joli décor. Les plans de caméra sont plutôt bien sympas. Après, comme je pense vous allez être d'accord avec moi, hein, la Real a été un peu au chou quand même. Hein. Ouais. Bah, tu m'as fait peur quand tu m'as dit les plans de caméra étaient pas mal. Oui, Ouais, j'allais Oh, dire. Ouais, les plans bof. où ils ont été choisis étaient bien, mais après il fallait bouger un peu, quoi. Fallait pas rester bloqué tout au même endroit. Enfin, ouais, la Real, putain, ils étaient au chou complet. Hein. On se croirait sur le Sams, c'est un peu. Ouais, Est-ce quand que- même pas, abuse pas. Hein. Non, le Samsé, là, ce week-end, c'était honteux ce qu'on a vu. Hein. Franchement, entre le son, l'image, non, ne comparons pas quand même l'incomparable. Et d'ailleurs, on aura par rapport à Novi Mesto, normalement, on ne devrait pas avoir de problème de neige dans les Arides. Ouais, ça c'est chouette. Espérons, ouais. Ouais. C'est le point positif. Et c'est vrai que c'était un super site qui a, semble-t-il, sa place complètement sur la Coupe du Monde. Hein. Et puis Ouais. c'est Ah bah chouette oui. aussi d'avoir un peu de variation sur les étapes, je trouve. Oui, bah, c'est comme cette tournée nord-américaine qui Oui, était plutôt sympa, aussi. Ouais. qui change. Certes, pour notre sommeil, c'est peut-être pas forcément la bonne chose, mais Ah, puis Ouais, je pense que 19-20 si on heures, ça va, demande, 23. Après, je pense que si on demande à Sophie ou à Jeanne ce qu'elles ont pensé de l'étape nord-américaine, bon, elle va peut-être pas y retourner tous les ans, quoi. Ouais, mais si tu demandes à Justine ce qu'elle a pensé de l'étape suisse, à mon avis, elle est contente. d'ailleurs, est-ce que Justine Brézaboucher est la favorite pour les mondiaux Non, je plaisante. On Non, verra. Non, ouais, mais elle- après, je pense qu'elle part avec un super a priori. Enfin, quand elle a fait un aussi bon week-end sur cette étape-là, qui est pas non plus une étape, euh, enfin, qu'elle a pu tester régulièrement avant, je pense qu'elle part quand même positivement. Elle part sur une bonne vibe, Ah bah, à mon avis. oui, je pense. Ça Ouais. donne des bons points de repère. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que, mais en tout cas, oui, ce site Inside, on a hâte de le voir, oui, sur des mondiaux, parce que forcément, il y a encore plus de public, plus de monde en bord de piste. C'est ce qui manquait, je trouvais aussi sur certains endroits. Ouais. Et c'est vrai qu'il y avait une sacrée bosse où il y avait la caméra fixe, justement, Mike. Enfin, c'était Putain, les intéressant. biathlètes, ils passaient, mais derrière l'affichage des scores, les temps de passage. Ah, c'était cata. Mais au moins, c'était une première aussi, c'est peut-être pour ça. Hein. Voilà, c'est fait pour eux aussi. Hein. Oui, Ouais. Voir ce qui Rectifier le marche, ce tir. qui marche pas. Et normalement, tout devrait aller pour cette étape de Landside qui va nous offrir un beau spectacle et encore sans doute Espérons-le, ouais. de belles médailles pour l'équipe de France. Et on espère un peu plus pour notamment les garçons. Bien, bon bah les amis, je crois qu'on a fait le tour de ce bilan homme. Ah, ça veut dire que c'est fini? Et ben C'est je la crois fin. qu'on clôture officiellement cette saison 2023-2024. Hein. Oh non! Eh oui. On reviendra pour parler des championnats de Norvège, dis-moi. Ah, je ne pense pas, Mike, on va peut-être pas abuser. Oh, Mais non. On c'est a vrai, déjà mec. assez parlé, là. J'ai une bonne nouvelle parce que je pense qu'on va déjà, dans pas longtemps, se projeter sur la prochaine saison. Oh! Avec des invités, avec des tours de l'actu. Ça va être passionnant comme d'habitude et Bah oui. ça va vite arriver comme d'habitude. Hein, de toute façon, Oh oui. on se plaint toujours qu'il y a beaucoup de jours à attendre, mais finalement, voilà, Ah, puis il y mal a de- plein de choses là cet été. Il y a l'Euro, il y a les JO. Ça va passer Oui, vite oui. sportivement. Il y Il a y le a bûcheronnage aussi sur la chaîne d'équipe. La finale de la Coupe de Belgique. Il y a les La caisses à pétanque. savon, les petites. Voilà, il y a de quoi ça va le s'occuper faire. finalement. Ça va le faire. Et il y a aussi du ski roue, hein, entre parenthèses. Hein, Ah! compétition, Et il y a la saison de cross biathlon qui commence. Ah bah Ouais. parfait, Oh bah là voilà. là. Et Mike qui court sous les couleurs de biathlon live d'ailleurs, hein, Eh oui, en oui. Belgique, hein, qui Si nous vous fait pas voulez trop venir me honneur soutenir, d'ailleurs, hein. mais Il dit pas trop fort. Faut pas le dire. voilà, donc non, mais en tout cas, plein de belles choses à venir. Hein, on va pas vous laisser tomber comme ça durant ces 8 mois. Hein. Mais en tout cas, c'était une très belle saison. On clôt ce chapitre 2023-2024 pour déjà se projeter sur le suivant. Donc merci à tous les trois déjà pour ce bilan, mais aussi pour cette Merci. saison. Merci On à remercie tous. aussi Merci à Marine, Jérémy, Damien, qui était là Damien. aussi quelques Oui. fois, nous invités. On a eu Clément Jacquelin, Jacques Jeffries aussi. Alors, on a fait pour l'anecdote, on avait fait un débrief qu'on avait enregistré mais qui n'a pas pu être sorti avec Jacques. Donc, merci à lui quand même d'avoir fait cela pour rien. On espère quand même l'avoir d'ici l'hiver prochain, quand même, en vrai. Oui, on va l'avoir, c'est sûr.
Mais en tout cas, voilà. Mais c'était une super saison en votre compagnie et j'ai déjà hâte d'être avec vous Ouais. pour la prochaine et avec tous nos éditeurs. Et d'ailleurs, on vous remercie tous pour vos écoutes durant tout l'hiver. Si on peut dire un petit mot sur nos pronostics internes. Qui a gagné cette année? Ah bah non, on n'est pas obligé d'en parler. Il va encore se jeter des fleurs, arrête. Sûr, ça intéresse. J'avais demandé, hein. L'année dernière, je m'étais quand même vanté d'avoir gagné le classement des pronos. Celui qui a gagné cette année pourrait s'en vanter aussi. Je l'ai gagné. Alors, je vais pas dire haut la main parce que j'ai failli faire caca culotte comme tu dis, c'est ton expression, Émeric, pour une revolt. J'ai un peu fait ça aussi sur la fin d'hiver, mais ça a tenu le choc, pardon. Par contre, donc. Félicitations. Mais merci. C'était un dur combat, mais oui, j'étais le meilleur d'entre vous et. Puis, ceux qui nous écoutent, si l'année prochaine ils veulent participer, on va peut-être ouvrir un nouveau format de pronostic. Rien à voir avec le Super Sprint, hein, vous inquiétez pas. Non, oula, non. La Master 60. Mais j'ai hâte déjà de remettre mon titre en jeu et je serai d'attaque, vous ne vous inquiétez pas, pour réaliser le doublé. Donc merci à tous les trois, merci à vous tous, encore une fois, de nous avoir écoutés durant tout cet hiver. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager notre contenu, aussi à réagir à certains débats dont on a pu évoquer durant ce débrief. Encore merci à vous tous et on vous dit à très vite pour un nouveau numéro de Biathlon Live. Salut tout le monde. Ciao. Ciao.